Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. À commencer par la 68e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, vous pourrez entendre le prince à la tribune de l'ONU. Nous reviendrons en principauté pour vous présenter la 23e édition du Monaco Yacht Show qui a débuté ce mercredi. Et en marge de cet événement, une nouvelle manifestation était organisée mardi au Grimaldi Forum. Son nom, le Monaco Yacht Summit. Nous vous parlerons enfin de l'exposition Art Native Light 3 au musée océanographique, une exposition qui présente des œuvres d'artistes très connus comme par exemple Ringo Starr ou encore Ron Wood et Bob Dylan. Et comme je vous l'ai dit dans les titres, direction New York où le prince Albert II a pris la parole à la tribune de l'ONU. Le souverain participait à la 68e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Reportage sur place d'Élodie Messager et Serge Prémont. C'est une des semaines les plus intenses de l'année au siège des Nations Unies à New York. Jusqu'au 4 octobre, les principaux dirigeants de la planète se succéderont à la tribune de la 68e Assemblée Générale de l'Organisation universelle. Monaco, en tant que vice-présidente, faisait partie des premiers intervenants à prendre la parole mardi, succédant aux États-Unis et à la France. Il y a 20 ans, le souverain s'exprimait pour la première fois devant l'Assemblée. Même si c'est un exercice désormais courant, chaque intervention demeure un moment unique. C'est toujours une émotion et c'est toujours un moment assez particulier et assez spécial. Même si je commence à être habitué à venir ici aux Nations Unies à New York, c'est toujours un grand moment. Monaco s'est vu confier la vice-présidence de cette 68e édition, un exercice significatif alors que la principauté célèbre le 20e anniversaire de son entrée à l'ONU. C'est vrai, alors on avait déjà assuré une vice-présidence il y a quelques années, et j'avais même présidé une session, mais c'est vrai que l'année du 20e anniversaire, ça revêt un caractère tout à fait particulier, et je suis très heureux et très fier que la principauté puisse à nouveau assurer ce rôle et puis de voir que la principauté dans cette enceinte est reconnue et son travail est apprécié. Jusqu'en septembre 2014, la principauté, en tant que membre du bureau de l'Assemblée générale, sera chargée d'épauler le président de cette 68e édition, John Ash, et de faciliter les relations entre les nations. Une responsabilité importante alors que l'ONU tire le bilan du travail accompli dans le cadre des objectifs du développement pour le millénaire et doit fixer les orientations de sa politique de développement pour les décennies à venir. Parmi les axes prioritaires défendus par le souverain, la lutte contre la pauvreté ou encore la protection des océans dont il se veut l'ambassadeur. Au rythme actuel, si nous ne modifions pas nos comportements, l'équivalent de 2 globes terrestres serait nécessaire pour prendre en compte les besoins de la population mondiale, qui atteindra, comme vous le savez, 9 milliards d'habitants en 2050, lesquels sont concentrés dans les zones urbaines et les zones côtières, dont les ressources naturelles sont particulièrement vulnérables. Ce simple constat doit nous pousser à adopter des modes de production et de consommation durables, conformément aux décisions prises lors de la conférence de Rio+20. Ce changement nécessaire de mentalité suppose que nous placions l'homme au cœur de la problématique du développement. Il ne s'agit plus de nous accorder des plans de progression de capacités agricoles, artisanales ou industrielles. Il s'agit de considérer que ce sont les sociétés humaines et les individus qui méritent toute notre attention et d'examiner les questions économiques et environnementales en fonction de leur impact sur la vie des personnes et des communautés. La prise en compte de ces besoins suppose de réfléchir encore aux moyens d'assurer un développement responsable, soucieux de l'environnement et s'inscrivant réellement dans la durée. Monsieur le Président, vous connaissez mon engagement personnel en faveur des océans et des mers. Conformément au message de Monaco adopté en 2011 et fort de l'importance reconnue des océans dans le futur que nous voulons, je m'engage à nouveau à promouvoir le rôle des océans dans la définition de l'agenda de l'après-2015 et à réitérer mon soutien en faveur d'un objectif de développement durable consacré aux océans. Le souverain a également évoqué la situation en Syrie et l'urgence humanitaire autour de ce conflit. Il a bien entendu réaffirmé la volonté de la principauté à relever les grands défis du futur pour favoriser la paix et l'harmonie entre les peuples.
Un discours à suivre en intégralité à la fin de ce journal. Mais avant de se rendre à New York, le souverain était à Bonneville, dans l'Utah. Nous vous en avons parlé. Il s'est rendu également dans le Wyoming, à Cody, à l'occasion de célébrer le centenaire du passage sur ces terres de son trisaïeul Albert Ier. Le souverain y a visité le Buffalo Bill Center of the West et ses nombreux musées, dont le Buffalo Bill Museum. Ce musée a fidèlement reproduit le campement du prince Albert Ier. Albert Ier a été le premier chef d'État européen à se rendre dans le Wyoming. Il y a séjourné avec Buffalo Bill. Le prince Albert II a ensuite participé à la plantation d'un arbre avant de recevoir les hommages du chef indien de la tribu des Crows, un chef centenaire. Toute la délégation s'est ensuite rendue dans un restaurant typique de Cody afin de remettre officiellement le Camp Monaco Prize à deux jeunes scientifiques américains, Arthur Middleton et Joe Rice, pour récompenser leur travail scientifique sur la biodiversité. On revient en principauté avec la 23e édition du Monaco Yacht Show qui a ouvert ses portes ce mercredi. Le salon a pris forme sur le port Hercule après plus d'un mois de montage. Les dernières nouveautés seront exposées pendant 4 jours. La présentation du Monaco Yacht Show avec Vanessa Dessy. C'est l'un des plus beaux salons yachting au monde. Le Monaco Yacht Show a ouvert ses portes en principauté. Une centaine de yachts parmi les plus grands et les plus luxueux a accosté au port de Monaco. Une nouvelle édition qui promet encore de belles surprises. Nous sommes à la 23e édition du Monaco Yacht Show. Le salon rassemble 500 exposants qui exposent sur les quais, sur des très beaux stands pour la plupart qui sont construits sur mesure, exprès pour le salon, à peu près 60% des stands. Et nous avons à flot 105 yachts de à peu près 25 à 90 mètres ainsi qu'une trentaine de tenders. Les nouveautés, ce sont vraiment les stars du salon, ce sont les bateaux. À peu près la moitié des bateaux exposés au Yacht Show sont présentés par des chantiers qui viennent les présenter au Yacht Show en première mondiale. C'est-à-dire que c'est vraiment la présentation officielle du yacht dans l'idée de pouvoir attirer des clients, montrer le savoir-faire des bateaux pour ensuite déclencher des commandes puisque ce sont des bateaux qui sont construits sur mesure. Donc bien entendu, un client qui va venir va s'inspirer, voir ce qu'un chantier peut faire pour ensuite enclencher sur une commande qui sera livrée dans en général 2 à 3 ans de temps. D'année en année, le salon gagne du terrain. Un nouveau partenariat a été signé fin juin entre les 3 principaux moteurs du yachting basé en principauté. Le Monaco Yacht Show pourra alors s'agrandir et sera en mesure d'accueillir encore plus de super yachts dès 2014. Nous avons établi un partenariat avec l'État monégasque, notamment avec la SEPM, Gestion des ports de Monaco, et avec le Yacht Club, dans le cadre de l'opération Monaco, capitale de la grande plaisance, du yachting. Nous avons la chance de pouvoir l'année prochaine bénéficier de quelques emplacements supplémentaires dans l'avant-port face au nouveau bâtiment du Yacht Club. Donc on va en tout, en 2014 et ensuite en 2015, avoir à peu près 18 places de plus. Et surtout en 2015, pouvoir bénéficier de la digue semi-flottante pour pouvoir présenter des bateaux de 100 mètres et plus. Avec plus de 30 000 visiteurs l'an dernier, la réputation du Monaco Yacht Show n'est plus à faire. Dans les allées du salon, les télévisions du monde entier comme CNN India avaient fait le déplacement. À chaque édition, le Monaco Yacht Show connaît un franc succès, mais ne se fixe pas vraiment d'objectif d'année en année. Ce qui intéresse nos clients, nos exposants, c'est vraiment la qualité des clients. Donc ils ont plutôt tendance ces dernières années à nous demander d'accueillir moins de monde, ce qui n'est pas évident puisque c'est un salon qui attire énormément de monde et qui est vraiment le premier rendez-vous mondial de la grande plaisance. Mais de notre côté, nous travaillons pour affiner les bases de données, pour cibler les bonnes personnes et c'est vraiment ça qui fait le succès du salon. C'est pas la quantité mais la qualité de la clientèle qui vient à Monaco pour faire son marché et acheter des bateaux. Le Monaco Yacht Show est à découvrir jusqu'au 28 septembre prochain sur le port Hercule. Et en marge du Monaco Yacht Show, une nouvelle manifestation était organisée la veille, mardi, au Grimaldi Forum. Son nom, le Monaco Yacht Summit. Reportage.
Aborder les enjeux du yachting, organiser un espace de rencontre et de discussion entre les principaux acteurs de ce secteur économique, voici les objectifs de la première édition du Monaco Yacht Summit. Ce Monaco Yacht Summit, c'est une rencontre privée qui est organisée donc en collaboration avec le Monaco Yacht Show, la Chambre de développement économique, la direction du tourisme et des congrès et le Yacht Club de Monaco, pour essayer de regrouper en fait tous les propriétaires privés, propriétaires de chantiers et hautes personnalités qui vont se retrouver pendant les 4 jours du Monaco Yacht Show en sommet privé où l'on aborde les grands sujets du yachting aujourd'hui. 3 conférences ont été organisées tout au long de ce mardi après-midi au Grimaldi Forum dans la salle Camille Blanc. Conférences sur l'état des lieux et les perspectives d'après-crise, sur les nouvelles fortunes et donc les nouvelles attentes, et enfin les tendances pour le super yachting sur les décennies à venir. Les intervenants sont tous des professionnels en fait, soit des institutions du yachting à Monaco, soit des grands représentants du yachting, que ce soit au niveau journaux, magazines ou professionnels, entrepreneurs dans le monde du yachting. Et nos invités donc, sont en fait nos VIP dans chacun de nos secteurs d'activité, c'est-à-dire les gens qui sont soit propriétaires d'un bateau et sont concernés par la problématique du yachting aujourd'hui et dans le futur, mais également qui pourraient être intéressés par l'achat d'un bateau. Le Monaco Yacht Summit, une première édition qui se veut annuelle. Ce nouveau rendez-vous est en quelque sorte un préambule au Monaco Yacht Show. L'exposition Art et Native Light 3 a été inaugurée ce mardi au musée océanographique avec des œuvres méconnues d'artistes très connus. Des artistes très connus mais pas forcément dans ce domaine-là. Vous voyez ce reportage de Christine Latomel. L'exposition Art et Native Light 3 a été inaugurée ce mardi au musée océanographique, une exposition qui dévoile les jardins secrets d'artistes célèbres pour être comédiens, chanteurs ou encore rockstars, mais qui n'avaient jusqu'à là jamais divulgué leur côté artistique dans le monde de l'art. Et c'est chose faite, des œuvres signées Bob Dylan, Ron Wood, Paul McCartney ou encore Ringo Starr s'affichent fièrement sur les murs de cette exposition. Depuis maintenant 2 ans se tient à l'automne une exposition qui accueille des personnes connues pour un talent. Elles peuvent être musiciennes, elles peuvent être acteurs. Et ces personnes, avec je dirais une certaine maturité dans la vie, s'essayent à l'art, à la peinture, à la sculpture. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons dans cette salle de conférence pour quelques jours simplement, mais pour cet événement ce soir, des peintures, par exemple de Ringo Starr ou de Ron Wood. Nous avons également l'épouse de M. Robert Redford qui nous fait part de ses peintures. Et c'est une belle soirée, une soirée gaie, une soirée qui apporte un peu de glamour. Habituellement extrêmement discret en ce qui concerne sa vie privée, le chanteur des Beatles, résident monégasque depuis près de 40 ans, était présent lors de l'inauguration de Art and Native Light 3, une manière de montrer son attachement à la principauté et de nous faire part de son plaisir de peindre. Je peins depuis longtemps maintenant. Quand dans les années 70, je suis venu vivre à Monaco, j'ai vraiment commencé à peindre. J'étais aussi collectionneur, j'avais un ami peintre qui m'a montré comment on faisait et qui m'a donné des leçons pour peindre à l'huile. Et puis plus tard, quand l'ordinateur est apparu, j'étais en tournée et le dessin informatique m'a tout de suite attiré. J'aime travailler avec un ordinateur car c'est rapide et ça c'est ce que je fais tout le temps. Inspiration, quel drôle de mot, avec mon cœur, avec ma musique, avec mes compositions. Quand je me rends à Los Angeles ou en Afrique du Sud, je pense que ce sont mes rêves qui transparaissent dans mes œuvres. Mon plus grand rêve était de devenir musicien et j'aime peindre, c'est ce qui me rend heureux, donc c'est bien. Et si le chanteur britannique a attisé toutes les convoitises, un autre jeune artiste anglais a lui aussi été mis en lumière lors de cette exposition. Après avoir étudié au Surrey Institute of Art and Design, Benjamin Shine utilise du tulle et un fer à repasser pour donner vie à des œuvres incroyables où figurent des portraits de personnalités. Mon travail est fait en tulle. Je prends une pièce de tulle et je la compacte pour créer des images ou des choses abstraites.
Voilà comment je travaille. Je fais ça depuis 12 ans et j'ai commencé par des études dans la mode. Tout était source de challenge et avec les années, j'ai laissé parler ma créativité. Mes œuvres sont devenues plus figuratives et voilà où j'en suis 12 ans plus tard. Lors de cet événement, Ringo Starr a été décoré des insignes de commandeur des arts et des lettres. L'exposition Alternative Light 3, ce sera jusqu'au 13 octobre au Musée Sonographique. Sans transition, une conférence de presse s'est tenue au ministère d'État pour présenter la 3e édition du mois de la culture et de la langue italienne. Gastronomie, concerts, rencontres, plusieurs manifestations sont prévues durant le mois d'octobre. On écoute à ce propos Antonio Morabito, l'ambassadeur d'Italie. La culture et la langue italienne font partie intégrante de Monaco, de la principauté. Et je crois que c'est pour ça qu'on est arrivé à la 3e édition du mois de la culture, avec une participation très large des institutions publiques, gouvernement princier qui nous soutient, institutions italiennes, fondations, institutions culturelles de musique, de théâtre, de livres, et tout ce qui concerne l'économie, l'énogastronomie et tout ça, parce qu'il y a un lien profond entre culture, économie, politique étrangère. C'est un riche programme d'événements qui commence le 1er octobre avec les arie et mélodies pucciniennes, réalisées par les plus grandes institutions musicales qui est la Festival di Torre del Lago di Puccini, et chaque jour il y a des événements qui touchent beaucoup de choses. La restauration d'œuvres d'art, les livres, le cinéma, l'opéra, la mode, l'énogastronomie bien sûr, et beaucoup de choses. Il sont 31 jours très intenses qu'il faut suivre. C'est un programme ouvert à tout le monde. Une nouveauté sur Monaco Info, le magazine des îles et des hommes. Ce magazine nous emmènera une fois par mois découvrir les îles méditerranéennes. Premier épisode avec l'île de Porquerolles. Ces documentaires sont signés Yasmina Farber, journaliste et productrice installée en principauté. Nous l'écoutons. On a eu l'idée, en étant basé à Monaco, de s'intéresser aux îles qui nous entourent. C'est vrai que dans un rayon de 200 km, 50 km quand on va à Cannes pour les îles de Lérins, et un petit peu plus loin, 180 km pour aller dans les îles d'Or, autour d'Hyères, on a eu cette idée de présenter toutes ces îles qui ont chacune un caractère, une identité forte. Et on a eu envie de raconter leur histoire à travers des personnages qui connaissent ces îles, qui vivent sur ces îles. Par exemple, Porquerolles, on a eu l'idée de repartir sur les traces de l'aventurier qui avait acheté cette île en 1912. On se dit aujourd'hui, un siècle après, qu'acheter une île, c'est totalement impossible. Et bien à cette époque, en France, on pouvait le faire. Donc c'est un riche aventurier qui a réussi à acheter cette île en 1912. Donc on s'est penché sur l'histoire de Porquerolles, ses caractéristiques romantiques. D'ailleurs, on a appelé comme ça le reportage Porquerolles la romantique, parce que c'est une île que François-Joseph Fournier a offert à sa femme en cadeau de mariage. Donc ce sont des histoires absolument incroyables. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. À commencer par jeudi. Le soleil sera assez chaud pour la saison, sauf peut-être dans la matinée où il sera gêné par quelques nuages. Les températures de 21 à 24 degrés. Vendredi, le temps sera moyennement ensoleillé avec une légère brise de mer. Samedi, un soleil de plus en plus intermittent. Il se peut qu'il pleuve légèrement en fin de journée. Il fera toujours de 21 à 24 degrés. Et enfin dimanche, le temps continue de se dégrader avec des nuages et une menace de pluie comptée de 20 à 21 degrés. Une amélioration est à prévoir en début de semaine prochaine. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose d'écouter dans quelques instants l'intégralité du discours de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, à la tribune de l'ONU. À très bientôt. Au revoir.